Pourquoi y a-t-il en ce moment des dirigeants aussi médiocres, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans toute l'Europe? Je veux dire, médiocres dans le sens où il n'y a ni vision, ni stratégie. C'est très malhonnête. Tout tourne autour de la gestion des récits. Oui, globalement, on ne voit plus de dirigeants comme ceux du passé. Et encore une fois, c'est l'Europe, là où tout a commencé avec la paix de Westphalie, berceau de la diplomatie moderne. Je ne vois tout simplement aucun dirigeant européen aujourd'hui capable de remettre le continent sur la bonne voie. Et ensuite, eh bien, on finit par confier le flambeau à n'importe quel dirigeant fantasque, à n'importe quel homme fort qui prétend pouvoir réparer le système s'il écarte simplement l'ancien ordre. Je pense que l'un des plus grands mensonges de notre vie est que la méritocratie favorise les meilleurs dirigeants. Ainsi, si vous êtes allé à Yale, Harvard, Oxbridge ou à la Sorbonne, on vous considère comme faisant partie des meilleurs et des plus brillants. Et donc vous devriez gouverner. Vous savez, moi je suis allé à Yale, d'accord? Et je peux vous dire tout de suite que si vous allez dans un endroit comme Yale, on ne vous apprend pas à penser de manière critique. On ne vous apprend pas à être imaginatif, à avoir de l'empathie, à être résilient. On vous apprend à parler d'une manière très correcte, très articulée et à vous conformer au statu quo. D'accord? Donc, si vous regardez la classe dirigeante en Amérique, la grande majorité des gens à Washington, D.C., l'élite financière de Wall Street, de la Silicon Valley, des médias, des universités, ils sont tous passés par quelques écoles seulement. Et par conséquent, ils vivent dans une bulle. Ils voient le monde d'une manière très désabusée et sont incapables d'éprouver de l'empathie pour la souffrance des gens ordinaires. Ils deviennent déconnectés des gens ordinaires et ne peuvent absolument pas imaginer ce qu'est la vie d'un travailleur manuel. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, le problème avec la méritocratie, c'est que si vous pensez mériter ce que vous avez parce que vous avez travaillé dur, alors vous croyez aussi que les personnes pauvres méritent leur sort parce qu'elles sont paresseuses. D'accord? Donc le gouvernement ne devrait pas aider ces gens-là. Le gouvernement devrait aider les immigrés, les minorités, les femmes, parce que ce sont des groupes historiquement persécutés. Mais nous ne devrions pas aider les hommes blancs ordinaires parce qu'ils méritent ce qu'ils ont, parce qu'ils sont stupides. J'ai travaillé dur à l'école et donc j'ai obtenu un bon poste. Tu n'as pas travaillé dur à l'école, donc tu devrais être un garde gagnant très peu d'argent. Tu devrais être au chômage, d'accord? Il y a donc ce mépris, ce mécontentement visible envers les gens ordinaires parmi les élites qui motive une grande partie de leur politique. Et puis troisièmement, le plus important, c'est que lorsque tu vas dans un endroit comme Yale, tu as réussi toute ta vie et tu n'es pas capable d'humilité, tu n'es pas capable d'introspection, d'accord? Alors, en 2016, quand Trump a gagné, ce fut un moment charnière dans l'histoire occidentale. À ce moment-là, les élites auraient pu dire « Écoutez, pourquoi Trump a-t-il gagné ?» Eh bien, c'était probablement à cause des inégalités. C'était probablement parce que nous avons renfloué Wall Street en 2008, n'est-ce pas? Nous aurions dû renflouer les propriétaires, mais à la place, nous avons renfloué Wall Street. Donc c'est de notre faute si les gens ont élu Trump. C'est un signal d'alarme pour nous. Il est temps que l'élite recommence à travailler pour les masses. Au lieu de cela, qu'est-ce qui s'est passé? L'élite a dit « Oh, c'est parce que Trump est un espion de Poutine. C'est parce qu'il est un espion. Et Russiagate, cette supercherie, prouvera qu'il est un espion. Donc ce n'est pas notre faute. Oh, et puis Trump a triché. C'est à cause de Facebook. Ils ont trouvé toutes sortes de prétextes pour dissimuler le fait que Trump a gagné à cause de la mauvaise gestion de l'élite. D'accord? Et donc, nous avons cette classe en Amérique et en Europe qui est extrêmement arrogante. Elle vit dans sa propre bulle. Elle est médiocre, mais elle se croit supérieure et elle est incapable de la moindre humilité ou empathie. Et c'est pour ça que nous en sommes là.
humility, any empathy. And that's why we are where we are. Well, when you said this, I just Eh bien, quand tu as dit cela, j'ai tout de suite repensé à une citation du professeur Richard Rorty, parce qu'il faisait un point similaire dans les années 1990. À l'époque où le libéralisme économique et la mondialisation prenaient de la vitesse, il a écrit ce passage dans son livre, que j'ai trouvé remarquable. En substance, il prédisait qu'un excès de libéralisme économique dans le contexte de la mondialisation engendrerait une certaine radicalisation politique. Il écrivait, et je cite, « Les membres des syndicats et les travailleurs non syndiqués et non qualifiés finiront tôt ou tard par se rendre compte que leur gouvernement n'essaie même pas d'empêcher les salaires de baisser ni d'empêcher les emplois d'être délocalisés. » À peu près à la même époque, ils se rendront compte que les employés de bureaux des banlieues, eux-mêmes terrifiés à l'idée d'être licenciés, ne vont pas accepter d'être imposés pour financer des prestations sociales pour d'autres. À ce moment-là, quelque chose se fissurera. L'électorat suburbain décidera que le système a échoué et commencera à chercher des hommes forts pour lesquels voter. Quelqu'un prêt à leur assurer qu'une fois élus, les bureaucrates suffisants, les avocats retors, les vendeurs d'obligations surpayés et les professeurs postmodernistes ne seront plus aux commandes. Une fois l'homme fort au pouvoir, nul ne peut prédire ce qui se passera. Fin de citation. Nous sommes en 1988. Voilà, oui. Tu ferais mieux de décrire ce qui s'est passé. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement. Donc, cela trouve sa source dans la mondialisation et les excès du libéralisme économique. Est-ce que c'est cela qui a provoqué les problèmes ayant conduit à l'arrivée des hommes forts, ou comment? Oui, enfin, écoutez, je veux dire, regardez, il faut remonter aux années 1970. Et si tu vivais en Occident à cette époque, en Australie, au Canada, en Europe, en Amérique, tu avais la belle vie, non? Parce que tu travaillais simplement dans une usine et ta femme pouvait rester à la maison et tu sais, s'occuper des enfants. Vous aviez 3 enfants, 2 voitures, vous pouviez partir en vacances l'hiver et l'été, vous aviez probablement un chalet et vos 3 enfants pouvaient aller à l'université. Et là, on parle simplement d'un ouvrier d'usine, d'un seul foyer. Mais ensuite, il y a eu la révolution Reagan, l'ascension de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, puis la montée du néolibéralisme qui a permis la concentration et la consolidation des richesses entre les mains du 1% le plus riche. Il y a aussi eu la mondialisation qui a transféré la richesse du monde en développement vers le monde développé pour créer ces produits financiers spéculatifs comme les dérivés. Donc tout a commencé à se dérégler avec la révolution Reagan et la montée du néolibéralisme. Et c'est là la racine de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on regarde exactement là? Parce que je pense que les gens se concentrent souvent trop sur ce que Trump dit aujourd'hui ou cette semaine. Mais si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on voit dans l'ensemble? Est-ce qu'on assiste à l'effondrement de l'ordre international existant, à la fois dans ses dimensions économiques et sécuritaires, ainsi que dans le système politique? Qu'est-ce que vous observez ici? Oui, donc l'idée que Mark Carney avance, tu vois, comme on va simplement se tourner vers la Chine, ça ne va pas marcher. Et la raison, c'est que la Chine ne veut pas être l'hégémon du monde. Elle ne veut pas être la superpuissance militaire. Elle ne veut pas contrôler les mers comme le fait l'Amérique. L'Empire américain a été un moment unique dans l'histoire, et il n'a jamais vraiment été durable. L'idée qu'un seul pays puisse contrôler toute la planète, technologiquement, militairement et financièrement, n'était tout simplement pas viable à long terme. Cela a vraiment nui à l'Amérique. Cela a conduit les États-Unis à être surexposés, surendettés, et cela a entraîné de nombreux problèmes économiques qui ont permis l'ascension de Trump. Nous assistons donc à l'effondrement du monde multilatéral, et il n'y a pas de remplaçant.
of the multilateral world, and there's no replacement. Okay, and what this means is more conflicts around. Et ce que ça signifie, c'est davantage de conflits à travers le monde, en particulier entre la Russie et l'Amérique. Mais il est aussi question d'une possible attaque de l'Amérique contre l'Iran à un moment donné. C'est une chose que nous pourrions voir. La deuxième chose, c'est que nous assisterons à l'effondrement du commerce mondial. De plus en plus de pays se replieront sur eux-mêmes et imposeront des tarifs pour protéger leurs économies locales. Nous verrons également des catastrophes environnementales. Une gigantesque tempête de neige engloutira l'Amérique et cela deviendra la nouvelle norme. Nous allons connaître un changement climatique radical au cours des prochaines années, ce qui mettra à rude épreuve les ressources des pays et les poussera à devenir plus militaristes, par exemple dans le cas du Japon, mais aussi beaucoup plus protectionnistes. Voilà donc la réalité vers laquelle nous nous dirigeons. So this is the reality that we're moving towards, and it's very similar to. Et c'est très similaire, en gros, au monde des années 930. Vous savez, la Grande Dépression, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc il semble que tous les signes pointent vers un grand conflit mondial, et en ce moment, la vraie question est de savoir qui devrait prendre quel camp. Vous avez la Russie d'un côté, l'Amérique de l'autre, et la question est vraiment de savoir où les autres puissances vont se rallier. Malheureusement, je pense que ce qui va se passer, c'est un chaos total, où les camps ne seront pas si clairs. Différents pays choisiront différentes alliances, mais celles-ci évolueront avec le temps. La Chine essaiera de jouer sur les deux tableaux, le Royaume-Uni et l'Europe essaieront de faire de même. Ce sera donc une lutte géopolitique très dynamique. Eh bien, cela me rappelle ce que Kennan a écrit dans son mémorandum du Policy Planning Staff en 1948. Il faisait remarquer que les États-Unis possédaient environ 50% de la richesse mondiale, mais seulement 6% de la population. Cela impliquerait donc plus ou moins une certaine manipulation du système, car les gens seraient envieux et rancuniers.